Mon mari a dit qu'il partait à Toronto pour une mission de 2 ans. Je lui ai dit au revoir en larmes. Mais dès que je suis rentré, j'ai transféré la totalité des 650 000 $ de nos économies et j'ai demandé le divorce. Mon mari m'avait annoncé qu'il partait pour Toronto, pour une mission professionnelle de 2 ans. Je lui ai dit au revoir en larmes. Mais, dès l'instant où je suis rentré à la maison, j'ai viré la totalité des 650 000 $ de notre compte joint. Le lendemain, je me suis rendu au tribunal, et j'ai demandé le divorce. Le terminal de l'aéroport international O'Hare bourdonnait d'activité, rempli de voyageurs. Je tenais fermement la main de Marc, les larmes coulant de manière incontrôlable sur mon visage. « Marc, tu dois vraiment partir pour 2 années entières ?» ai-je demandé, la voix étranglée par l'émotion. Marc essuya doucement mes larmes, sa propre voix empreinte de réticence. « Anna, tu sais à quel point ce projet est important pour ma carrière. 2 ans, ça passera vite. Je t'appellerai en vidéo tout le temps. Mais tu vas me manquer. » J'enfouis ma tête contre sa poitrine. Il me tapota doucement le dos. « Bête que tu es. Tu vas me manquer aussi. Mais c'est une opportunité énorme pour notre avenir. Quand je reviendrai, nous aurons assez d'argent pour enfin verser un acompte sur une maison, dans un bon quartier. » L'annonce d'embarquement résonna dans le hall. Marc embrassa profondément mon front. « Attends-moi. » Je restai figé, regardant son dos disparaître à travers le contrôle de sécurité, jusqu'à ce que ma vision se brouille à cause des larmes. Les voyageurs autour de moi se pressaient, personne ne remarquant la femme en pleurs dans un coin. J'ai essuyé mes yeux avec un mouchoir, j'ai pris une profonde inspiration, et je me suis retourné pour quitter l'aéroport. À l'arrière du Uber, je m'appuyais contre la vitre, regardant les rues familières de Chicago défiler en flou. Le chauffeur me jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Vous venez de dire au revoir à quelqu'un. » J'ai hoché la tête, sans dire un mot. « Vu votre chagrin, ce doit être un petit ami ou un mari ?»« Mon mari, » répondis-je doucement. Le chauffeur soupira. « C'est dur pour les jeunes couples de nos jours, de devoir vivre séparés pour le travail. Mais ne vous inquiétez pas, un homme bon revient toujours. » J'ai esquissé un faible sourire, mais je n'ai pas répondu. La voiture arriva bientôt à notre immeuble en copropriété, à Lincoln Park. J'ai payé la course et je suis entré dans ce foyer que Marc et moi avions partagé. L'appartement vide résonnait sous mes pas. Je restai dans l'entrée, regardant la paire de chaussons qu'il avait laissée près de la porte, et un rire amer m'échappa. J'enlevai mes talons, marchai pieds nus dans le salon, et me laissai tomber sur le canapé. Sortant mon téléphone de mon sac à main, j'ouvris mon application bancaire. Le solde de notre compte joint s'affichait clairement, 650 482 $ et 17 cents. C'était toutes nos économies, le fruit de 5 années de mariage. Mon salaire était directement versé sur ce compte chaque mois. Marc disait que c'était mieux pour la gestion financière. Je n'avais jamais remis cela en question, parce que je lui faisais confiance. J'avais confiance en notre mariage, jusqu'à il y a 3 jours. Cet après-midi-là, j'avais quitté le travail plus tôt pour surprendre Marc. En approchant de notre immeuble, je l'ai vu sortir d'un café, un peu plus loin dans la rue, avec une autre femme. Elle tenait son bras, et il riait intimement. Je me suis figé. Marc ne m'avait pas vu. Il accompagna la femme jusqu'au bord du trottoir et appela un taxi pour elle. Avant qu'elle ne monte, Marc se pencha et l'embrassa sur la joue. Je me suis caché derrière un grand chêne, mon cœur semblant être écrasé dans un étau, la douleur rendant ma respiration difficile. Après le départ du taxi, Marc fit demi-tour et revint vers notre immeuble. Je ne l'ai pas confronté. Au lieu de cela, j'ai fait un long détour, et je suis rentré à la maison. Ce soir-là, Marc est rentré en agissant de manière tout à fait normale. « Anna, désolé, j'ai eu une réunion tardive au bureau. » Il s'approcha et m'embrassa la joue avec désinvolture. « Tu as mangé ?» Je refoulai l'envie de reculer. « J'ai déjà mangé, » dis-je avec un sourire. « Je t'ai gardé une assiette dans le four. »« Tu es la meilleure, chérie. » Il sourit et alla dans la cuisine pour réchauffer son dîner. Je restai assise dans le salon, regardant son dos alors qu'il s'affairait, et soudain, il me sembla être un parfait étranger. Après le dîner, Marc aborda le sujet comme s'il s'agissait d'une réflexion après coup. « Oh, au fait, Anna,
l'entreprise a un gros projet à Toronto. Ils veulent que je le dirige. Je devrais peut-être être là-bas pendant 2 ans. Ma main trembla, manquant de renverser mon verre d'eau. 2 ans? C'est si long. Oui, c'est un projet à long terme, mais c'est une opportunité unique. Mon patron a dit, si je réussis ça, je suis assuré d'une promotion au poste de vice-président à mon retour. Ses yeux brillaient d'excitation. Et moi alors, demandai-je d'une petite voix. Marc s'approcha et passa ses bras autour de mes épaules. Toi, continue juste à travailler ici. Je t'enverrai de l'argent pour les dépenses courantes chaque mois. 2 ans, ça passera avant que tu ne t'en rendes compte. Quand je reviendrai, nous serons à l'abri pour la vie. Je m'appuyai contre son épaule et fermai les yeux, des larmes traçant silencieusement des chemins sur mes joues. À ce moment-là, j'avais tout compris. Il n'allait pas à Toronto pour un projet. Il allait rejoindre cette femme. La mission professionnelle n'était rien d'autre qu'un mensonge élaboré. Le lendemain, j'ai pris une journée de congé personnel. J'avais besoin de connaître la vérité. J'ai engagé un détective privé recommandé par une amie de fac. Le détective, nommé Kevin Vance, était un homme d'une trentaine d'années qui semblait professionnel et fiable. Alors, mademoiselle Miller, que puis-je vous aider à enquêter, demanda Kevin, assis en face de moi dans un café calme. Je lui racontai tout, y compris la scène dont j'avais été témoin. Kevin hocha la tête. Je comprends. Dans des situations comme celle-ci, s'il y a infidélité, il y a généralement des traces. Donnez-moi une semaine. Je vous fournirai un rapport complet. Merci. Je me levai pour partir. Mademoiselle Miller, m'interpella Kevin. Parfois, la vérité peut être brutale. Êtes-vous prête à affronter ce que vous pourriez découvrir? Je lui adressai un sourire triste. Peu importe à quel point c'est brutal, j'ai besoin de savoir. Pendant les jours suivants, j'ai vécu dans le mensonge. J'allais au travail, je rentrais, je cuisinais pour Marc, et nous discutions de notre journée. En surface, nous étions le même couple aimant, mais je savais que mon cœur était mort. Marc était occupé à préparer son voyage, réservant des vols, faisant ses valises, organisant son visa. Il était complètement absorbé par l'excitation de sa nouvelle vie, totalement inconscient de mon changement d'attitude. Une semaine plus tard, Kevin me retrouva au même café. Il me tendit une grande enveloppe Kraft. Mademoiselle Miller, voici le rapport. Je pris une profonde inspiration et l'ouvris. À l'intérieur se trouvait une épaisse pile de photos et de documents. Chaque image était un coup de poignard dans mon cœur. Marc et la femme se tenant la main en faisant du shopping sur Michigan Avenue. Marc et la femme s'enregistrant à l'hôtel Thompson. Marc et la femme dînant intimement dans un restaurant haut de gamme. Mes mains tremblaient. La voix de Kevin semblait venir de loin. Elle s'appelle Claire Sutton. C'est la nouvelle directrice marketing de l'entreprise de votre mari. Ils ont commencé à se voir il y a 3 mois. D'après mon enquête, votre mari va effectivement à Toronto, mais pas pour un voyage d'affaires. Lui et mademoiselle Sutton immigrent. Il a déjà acheté un appartement là-bas, et l'apport a été payé avec l'argent de votre conjoint. Le monde tournait autour de moi. Ça va? Je peux vous chercher de l'eau, demanda Kevin avec inquiétude. Je fis un signe de la main, me forçant à me calmer pour continuer à lire. Le dossier comprenait des captures d'écran de leurs messages. Claire, encore un peu de patience. Une fois que j'aurai installé Anna, nous pourrons enfin être ensemble au grand jour. Marc, je t'attends, chérie. De toute façon, tu as déjà transféré la plupart de l'argent du compte joint. C'est juste une femme. Que peut-elle faire? Claire, c'est vrai. Tout son salaire est allé sur ce compte pendant des années. Je l'ai investi. Elle a très peu d'économies personnelles. Elle ne pourra pas faire grand-chose après le divorce. Marc, alors, quand vas-tu lui annoncer? Claire, pas besoin. J'irai à Toronto d'abord. Après 6 mois, je lui dirai que j'ai rencontré quelqu'un d'autre là-bas et que je veux divorcer. Comme ça, elle ne fera pas de scène. Puisque c'est moi qui initie la rupture, elle aura l'air mesquine si elle se bat. Marc, tu as pensé à tout. Alors, quand commençons-nous à décorer notre chez nous à Toronto? Claire, dès que j'arrive.
Ne t'inquiète pas. Nous allons avoir une vie merveilleuse. Je refermai le dossier, fermai les yeux, et pris une longue et profonde inspiration. 5 ans de mariage. Tout cela n'était qu'une escroquerie méticuleusement planifiée. Mademoiselle Miller, que comptez-vous faire? Demanda Kevin en me tendant un verre d'eau. J'ouvris les yeux, mon regard désormais ferme. Je vais transférer chaque centime hors de ce compte joint. Est-ce légal? C'est un compte joint. J'ai le droit d'accéder au fonds, dis-je avec un rire froid. De plus, la majeure partie de cet argent provient de mon salaire. Il pense que je suis une idiote qui va juste rester assise ici, à attendre qu'il revienne pour me larguer. Il rêve. Kevin hocha la tête. Je comprends. Si vous avez besoin d'aide juridique, je peux vous recommander une excellente avocate. Merci. J'en aurai besoin. En quittant le café, je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé directement à la banque. La guichetière parut surprise par le montant que je voulais transférer. Madame, c'est une somme substantielle. Êtes-vous sûr de vouloir transférer la totalité du solde? J'en suis sûr. Vers mon compte personnel. D'accord. Veuillez entrer votre code PIN. Je tapais les chiffres et regardais l'écran clignoter. Transfert réussi. Une vague de soulagement m'envahit. 650 000 $. Tout était sur mon compte personnel. C'était ce que je méritais. C'était mon sang, ma sueur et mes larmes des 5 dernières années. Quand je suis rentré, Marc n'était pas encore là. Je me suis assise sur le canapé, et j'ai commencé à reconstituer les 5 dernières années. Nous nous étions rencontrés par un ami commun. Je venais d'obtenir mon diplôme et je travaillais comme rédactrice publicitaire dans une petite agence. Marc avait 3 ans de plus, déjà chef de projet dans une multinationale. Il était mature, stable et charmant. Il m'avait courtisé sans relâche, fleurs, cadeaux, venant me chercher au travail tous les jours. Il disait qu'il était tombé amoureux de moi dès qu'il m'avait vu, que j'étais la fille la plus authentique et la plus gentille qu'il ait jamais rencontrée. J'avais été séduite par ses mots doux et j'avais rapidement accepté d'être sa petite amie. 1 an plus tard, nous étions mariés. Le mariage n'était pas extravagant, mais il était chaleureux et charmant. Je pensais avoir trouvé l'homme avec qui je passerais le reste de ma vie. Notre vie conjugale semblait heureuse. Marc était bon avec moi. Il dînait avec moi tous les soirs, et nous sortions le week-end. Je pensais que c'était ça, le mariage. Mais en y repensant maintenant, tant de détails clochaient. Marc insistait toujours pour que je dépose mon salaire sur notre compte joint pour la planification financière. Mais je n'ai jamais vu un seul relevé en toutes ces années. Je ne savais jamais où allait l'argent. Il rentrait souvent tard en prétendant travailler, mais quand je l'appelais, j'entendais des bruits de fond bruyants, comme un bar ou un restaurant. Il était indifférent envers ma famille, trouvant toujours des excuses pour ne pas rendre visite à mes parents pendant les vacances. Il était occupé par le travail, disait-il, pourtant il avait toujours du temps pour ses propres amis. Je me disais qu'il était juste stressé par le travail. Je me disais qu'il était juste introverti. Je me suis inventé 1000 excuses pour me convaincre que mon mariage était heureux. En y repensant maintenant, j'étais une blague totale. À 20 h, Marc rentra. Anna, je suis rentré. Il m'embrassa la joue comme d'habitude. Je réprimai mon dégoût et souris. Tu es rentré. Tu as mangé? Ouais, un dîner d'équipe au bureau, dit-il en enlevant sa veste. Au fait, je pars après-demain. Je dois juste boucler certaines choses au travail. Sitôt, feignis-je la surprise. Ouais, le projet a un calendrier serré. Il s'assit sur le canapé. Anna, pendant que je serai parti ces 2 ans, tu dois bien prendre soin de toi. Ne dépense pas l'argent de manière imprudente. Économise là où tu peux. J'ai failli éclater de rire. Il s'apprêtait à prendre tout notre argent et à s'enfuir, et il avait le culot de me dire de ne pas dépenser imprudemment. Je le ferai, dis-je en baissant les yeux. Marc, prends soin de toi à Toronto, toi aussi. Bien sûr que je le ferai. Il prit ma main. Quand je reviendrai, nous achèterons cette grande maison que nous avons toujours voulu, et ensuite nous aurons un bébé. Un bébé? Son bébé avec Claire? Je me suis contenté de sourire sans rien dire.
Cette nuit-là, nous avons dormi dans le même lit comme toujours, mais je me suis retourné sans cesse, incapable de dormir. L'homme couché à côté de moi s'apprêtait à prendre nos économies et à s'enfuir avec une autre femme, et je devais encore jouer mon rôle dans cette mascarade. Le lendemain, je suis allé travailler comme d'habitude. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé l'avocate que Kevin m'avait recommandée. Bonjour. Je viens de la part de Kevin Vance. J'ai besoin de vous consulter pour un divorce. Bien sûr, s'il vous plaît, parlez-moi de votre situation. La voix de l'avocate était professionnelle et rassurante. Je lui ai tout raconté. Après m'avoir écouté, l'avocate, Mademoiselle Davis, déclara, d'après ce que vous avez décrit, votre mari a commis un adultère et tente de transférer des biens matrimoniaux. Votre action de déplacer l'argent du compte joint vers votre compte personnel est juridiquement fondée, car il s'agit de biens matrimoniaux et vous avez le droit de contrôler ces fonds. Donc, si je demande le divorce maintenant, à quoi puis-je m'attendre, demandai-je. Premièrement, vous pouvez le poursuivre pour dommages et intérêts en raison de la détresse émotionnelle, car il est la partie fautive. Deuxièmement, concernant la division des biens, si vous pouvez prouver que la majorité des fonds du compte joint provenaient de votre salaire, vous pouvez plaider pour une part plus importante. De plus, si votre mari a utilisé des fonds matrimoniaux pour acheter une propriété à l'étranger, cette propriété est également sujette au partage. Son analyse me donna une voie claire à suivre. Quels documents dois-je préparer? Votre certificat de mariage, vos numéros de sécurité sociale, les preuves de son infidélité, une liste des actifs, les relevés bancaires, et ainsi de suite. Vous pouvez commencer à rassembler tout cela, et nous pourrons fixer un moment pour nous rencontrer et discuter en détail. Après avoir raccroché, j'ai commencé à préparer les documents. Le certificat de mariage et nos cartes de sécurité sociale étaient dans un tiroir à la maison. Kevin m'avait déjà donné un ensemble complet de preuves de la liaison. Je pouvais imprimer les relevés bancaires en ligne. Tout était prêt. Sur le chemin du retour, ma mère m'appela. Anna, j'ai entendu dire que Marc partait à Toronto pour le travail. Oui, maman. L'entreprise l'envoie là-bas, dis-je calmement. Alors, et toi? Est-ce que ça ira toute seule à la maison? Demanda ma mère, la voix pleine d'inquiétude. Ça ira, maman. Je suis une femme adulte. Je peux prendre soin de moi. Mais 2 ans, c'est long. Peut-être que tu devrais aller avec lui. Maman, mon travail est ici. Je ne peux pas simplement démissionner. De plus, il y va pour le travail, pas pour y vivre définitivement. Ça ne sert à rien que je vienne. Ma mère soupira. Je suppose. Eh bien, tu dois prendre soin de toi. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai, maman. Après avoir raccroché, j'ai souri amèrement. Je ne pouvais pas imaginer à quel point ma mère aurait le cœur brisé si elle savait que j'étais sur le point de divorcer, mais je n'avais aucun regret. Il valait mieux mettre fin à un mariage sans amour que d'en souffrir. Quand je suis rentré, Marc faisait ses valises. Une grande valise était remplie de vêtements et d'articles de toilette. Anna, viens voir si j'ai oublié quelque chose, demanda-t-il en se tournant vers moi. Je m'approchai et jetai un coup d'œil à l'intérieur. On dirait que tu as tout. Super. Il ferma la valise. Je pars demain. Allons dîner dehors ce soir. Une petite fête d'adieu. D'accord, dis-je en forçant un sourire. Nous sommes allés dans un restaurant chic du centre-ville. C'était là où nous avions eu notre premier rendez-vous, et où nous célébrions toujours notre anniversaire. Marc commanda du vin rouge, un steak et mon tiramisu préféré. Anna, ça va être dur pour toi ces 2 années, dit-il en levant son verre. Quand je reviendrai, je te promets que je me rattraperai. Je levai mon verre et le trinquai contre le sien. J'attendrai. Le vin avait un goût doux amer, tout comme notre mariage. Doux en surface, mais amer en dessous. Oh, après mon départ, si tu as besoin d'argent pour quoi que ce soit, prends-le simplement sur le compte joint, dit Marc. J'ai laissé plein d'argent là-dedans pour toi. J'ai failli éclater de rire. Il ne restait presque rien sur ce compte, et il me disait qu'il m'en avait laissé plein. D'accord, je le ferai, dis-je en me concentrant sur la découpe de mon steak. Anna. Marc saisit soudain ma main. Je sais que tu vas te sentir seule ces 2 prochaines années, mais tu dois m'attendre.
Nous avons une relation si forte. Nous pouvons surmonter ça. Je le regardais dans les yeux, qui étaient remplis de sincérité. Si je n'avais pas vu les preuves, je l'aurais vraiment cru. Je t'attendrai, dis-je. Nous sommes rentrés tard ce soir-là. Marc avait beaucoup bu et passa tout le trajet du retour à parler de ses projets d'avenir. Il disait que, quand il reviendrait, nous passerions à une maison plus grande. Il disait que, quand il reviendrait, nous irions aux Maldives pour une seconde lune de miel. Il disait que, quand il reviendrait, nous aurions un bébé. En écoutant ces paroles, je ne ressentais rien d'autre que de l'ironie. Il réaliserait probablement toutes ses promesses avec Claire. Je n'étais qu'un tremplin dans sa vie. Le matin où j'ai emmené Marc à l'aéroport, j'ai mis plus de maquillage, surtout du fard à paupières foncées, pour rendre mes pleurs plus convaincants. Marc tirait sa valise tandis que je tenais son bras. Nous ressemblions à n'importe quel autre couple aimant, jouant une scène d'adieu douloureux. « Anna, ne pleure pas 2 ans, ça passera avant que tu ne t'en rendes compte, » dit Marc en essuyant mes larmes. « Je sais. Je ne peux juste pas supporter de te voir partir. » Je sanglotais. « Bête que tu es. » Il me serra dans ses bras. « Tu dois prendre soin de toi. Je t'appellerai tout le temps. MMH. » J'enfouis ma tête dans sa poitrine, mes larmes trempant sa chemise. Il était temps d'embarquer. Marc me donna un dernier baiser. « Attends-moi. »« J'attendrai, » dis-je avec un sourire. Je restai là, le regardant franchir la porte de sécurité, sa silhouette devenant de plus en plus petite jusqu'à disparaître complètement. Il y avait tant de gens qui se disaient au revoir, certains pleurant, d'autres riant. Personne ne savait ce que la femme à l'air le plus brisé parmi eux pensait vraiment. J'ai essuyé mes larmes et je me suis détourné de la porte. Dans le taxi, j'ai vérifié l'heure sur mon téléphone. Il était 10 heures. Le tribunal était ouvert, mais je n'étais pas pressé. J'ai demandé au chauffeur de me ramener chez moi. De retour à la maison, j'ai pris une longue douche, lavant tout mon maquillage. Je me suis changé pour une robe bleu marine propre et simple, qui paraissait digne et convenable. Je me suis assise à ma coiffeuse, regardant mon reflet dans le miroir. La fille naïve d'il y a 5 ans avait disparu, remplacée par une femme au regard déterminé. J'ai pris mon téléphone et envoyé un SMS à Kevin, surveiller les mouvements de Marc après son atterrissage à Toronto. Une réponse arriva rapidement, compris. Ensuite, j'envoyai un SMS à l'avocate, Mademoiselle Davis, « Je serai à votre bureau à 14 heures aujourd'hui. » Elle répondit, « C'est noté. À tout à l'heure. » Tout étant arrangé, j'attrapai mon sac à main. À l'intérieur se trouvaient tous les documents nécessaires, notre certificat de mariage, ma pièce d'identité, mes cartes bancaires, et le rapport d'enquête de Kevin. À 11 heures précises, je quittai la maison. Le tribunal n'était pas loin, environ 20 minutes de marche. Je décidai de marcher, une dernière promenade pour marquer la fin de ce chapitre de ma vie. Les rues étaient animées. Tout le monde était pris dans sa propre vie. Personne ne remarqua une femme marchant vers le tribunal pour mettre fin à son mariage de 5 ans. Le hall du tribunal était relativement calme. Je me suis dirigé vers le bureau d'information. « Excusez-moi. Je voudrais demander le divorce. » La greffière leva les yeux vers moi. « Est-ce un divorce contesté ou à l'amiable ? » »« Contesté, dis-je. »« Alors, vous devrez d'abord déposer une requête auprès du tribunal. Une fois que vous aurez un jugement, vous pourrez finaliser les papiers ici, expliqua-t-elle. Je marquai une pause. Je pensais pouvoir simplement déposer le dossier ici directement. De quels documents ai-je besoin pour déposer la requête ? La greffière me tendit une liste de contrôle. Suivez simplement les exigences sur cette liste. Je pris la liste et y jetai un coup d'œil. J'avais tout ce qu'il fallait. Merci. Je me retournai et quittai le bâtiment. Il semblait que j'avais trop simplifié les choses. Le divorce n'était pas juste une question de dire qu'on en voulait un. C'était un processus juridique. Je sortis mon téléphone et appelai mon avocate. Mademoiselle Davis, je viens de passer au tribunal. Ils ont dit que je devais d'abord déposer une requête. C'est exact. Parce que votre mari est maintenant hors du pays, vous ne pouvez pas demander un divorce à l'amiable. Cela doit passer par une procédure contentieuse, dit Mademoiselle Davis.
Venez à mon bureau cet après-midi et nous passerons en revue la stratégie. D'accord. Après avoir raccroché, je restais debout devant le tribunal, regardant les gens aller et venir. Certains rayonnaient, venant chercher une licence de mariage. D'autres avaient l'air misérables, venant finaliser un divorce. Le mariage est comme une forteresse, pensais-je. Les gens à l'extérieur veulent y entrer, et les gens à l'intérieur veulent en sortir. À 14 heures, j'étais dans le bureau de Mademoiselle Davis. C'était une femme dans la quarantaine, vive et compétente. Elle m'offrit un siège et une bouteille d'eau. Mademoiselle Miller, j'ai examiné les documents que vous avez envoyés. Votre cas est un peu complexe, dit Mademoiselle Davis. Premièrement, votre mari est maintenant à l'étranger, ce qui rendra la signification des papiers plus compliquée. Ensuite, concernant la division des biens, nous devons enquêter sur la propriété qu'il a achetée outre-mer. Je comprends, acquiesçai-je. Combien de temps cela prendra-t-il probablement? Si tout se passe bien, environ 6 mois. S'il ne coopère pas, cela pourrait prendre plus longtemps. Je peux attendre 6 mois. Commençons les procédures maintenant, dis-je. Très bien. Mademoiselle Davis sortit un document. Voici un projet de la requête. Veuillez le revoir et voir si vous avez des modifications. Je le lus attentivement. La requête détaillait les méfaits de Mark, y compris son infidélité et le transfert de biens matrimoniaux. C'est parfait. Je signai mon nom. Alors nous déposerons ceci au tribunal demain, dit Mademoiselle Davis. Aussi, concernant le fait que vous ayez transféré les fonds du compte joint, il vaut mieux garder cela confidentiel pour le moment. S'il l'apprend, il pourrait essayer de prendre des mesures préventives. Je comprends, dis-je. Personne n'est au courant à part vous. En quittant le cabinet d'avocat, je ressentis un sentiment de soulagement. La route vers le divorce était longue, mais j'avais fait le premier pas. Quand je suis rentré, j'ai commencé à emballer les affaires de Mark. Ses vêtements, ses livres, ses photos. Chaque objet faisait autrefois partie de ma réalité, mais maintenant, il ne me remplissait que de dégoût. J'ai tout mis dans des cartons, prévoyant de les expédier à ses parents. Qu'ils voient quel genre de fils ils ont élevé. Pendant que j'emballais, mon téléphone sonna. C'était Mark. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Anna, j'ai atterri à Toronto. La voix de Mark semblait excitée. Oh, le vol s'est bien passé? J'essayais de garder une voix normale. C'était super. Le temps ici est agréable, mais le décalage horaire est dur, dit-il. Comment s'est passée ta journée? Tu as beaucoup pleuré? Je vais bien, dis-je. Tu devrais te reposer, Anna. Je t'aime. Je marquai une pause de quelques secondes, puis dis, moi aussi. Après avoir raccroché, je fixai le journal des appels sur mon téléphone et ris. Il disait qu'il m'aimait, mais il n'aimait qu'une femme naïve et crédule qui lui remettrait joyeusement son argent. Il n'a jamais aimé la vraie moi. Les jours suivants, je suis allé travailler comme d'habitude et j'ai continué à vider ses affaires le soir. J'ai tout emballé et organisé l'expédition. J'ai aussi réorganisé les meubles et décroché toutes nos photos ensemble. L'appartement se transformait lentement en un espace qui n'appartenait qu'à moi. Sans sa présence, je ressentais un sentiment de liberté. 5 jours plus tard, Mademoiselle Davis appela. Mademoiselle Miller, la requête a été déposée et acceptée par le tribunal. C'était rapide, dis-je, surprise. Oui, votre documentation était très complète, donc le processus s'est déroulé sans accroc, dit-elle. Ensuite, le tribunal émettra une assignation pour votre mari. Il sera tenu de répondre dans un délai précis. S'il ne répond pas, le tribunal peut rendre un jugement par défaut. D'accord, je comprends. Après avoir raccroché, j'ai laissé échapper un long soupir. Tout se déroulait comme prévu. Ce soir-là, Mark m'appela en vidéo. À l'écran, il était dans une pièce inconnue avec des baies vitrées montrant une ligne d'horizon urbaine la nuit. Anna, regarde. C'est mon appartement à Toronto, dit-il en faisant pivoter le téléphone. Sympa, non? Je regardais l'appartement élégant et ricanais intérieurement. Ce doit être le condo qu'il a acheté avec notre argent. C'est très beau, dis-je. Tu vis là tout seul? Ouais. Un 2 pièces que l'entreprise a arrangé pour moi,
dit-il avec un sourire. C'est un peu vide, cependant. Ce serait parfait si tu étais là avec moi. J'ai failli rire. Il vivait probablement là avec Claire et continuait à jouer la comédie. Quand tu reviendras, nous serons de nouveau ensemble, dis-je. Ouais, tu vas me manquer. Après la fin de l'appel, je restais assise sur le canapé, hébété. Les talents d'acteur de cet homme étaient incroyables. Si je n'avais pas vu les preuves de mes propres yeux, j'aurais pu être dupé pour le reste de ma vie. Une semaine plus tard, Kevin m'envoya un nouveau rapport. Il contenait des photos de Mark et Claire à Toronto. Ils faisaient les courses ensemble, cuisinaient ensemble, se promenaient ensemble. Ils ressemblaient à un couple de jeunes mariés. Il y avait aussi une photo d'eux dans une agence immobilière. La note de Kevin disait « Il regardait une maison à Vancouver, prévoyant de prendre une hypothèque au nom de l'entreprise de votre mari. » J'ai sauvegardé toutes les photos comme nouvelle preuve. Quand mademoiselle Davis les vit, elle dit « Avec ceci, nous pouvons déposer une motion pour geler ses actifs afin de l'empêcher de transférer plus de biens. » « S'il vous plaît, faites-le, dis-je. »« Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Miller, dit mademoiselle Davis. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir le meilleur résultat possible. Les hommes comme votre mari doivent payer pour leurs actes. » Je hochai la tête. Oui. Il devait payer. 2 semaines plus tard, Mark reçut l'assignation du tribunal. Ce soir-là, il m'appela, la voix remplie de rage. « Anna, tu es devenue folle? Pourquoi as-tu demandé le divorce? » « Parce que je suis au courant pour toi et Claire, dis-je calmement. Il y eut un silence à l'autre bout pendant quelques secondes. Quoi? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. La voix de Mark était maintenant teintée de panique. Arrête de faire semblant, Mark. Je ricanai. Je sais que tu n'es pas à Toronto pour le travail. Tu vis avec Claire. Je sais que tu as utilisé notre argent pour acheter un condo là-bas, et je sais que tu n'as jamais prévu de revenir. Anna, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer. Plus d'explications, le coupai-je. J'ai déposé les papiers. On se verra au tribunal. Comment oses-tu? Tu as transféré l'argent du compte joint, n'est-ce pas? C'est un bien matrimonial. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Mark abandonna enfin la comédie. La majeure partie de cet argent était mon salaire. Quel est le problème si je le reprends, rétorquai-je. Et toi alors? Utiliser des biens matrimoniaux pour acheter une maison dans un autre pays, n'est-ce pas dissimuler des actifs? Mark resta silencieux. Anna, tu vas le regretter, dit-il d'un ton menaçant. Qu'est-ce que tu penses obtenir de ce divorce? Tu n'auras rien. C'est ce qu'on verra, dis-je, et je raccrochai. Après l'appel, mes mains tremblaient. Même si j'étais préparé à cela, la confrontation réelle restait douloureuse. Dans les jours qui suivirent, Mark m'appela et m'envoya des messages constamment, me suppliant parfois de lui pardonner, me menaçant d'autres fois. J'ignorais tout cela. Je concentrais toute mon énergie sur mon travail et le procès. Mademoiselle Davis était incroyablement professionnelle. Elle m'aida à préparer toutes les preuves de la liaison de Mark, preuves de son transfert d'actifs, et mes relevés de salaire des 5 dernières années. Mademoiselle Miller, vous avez un dossier très solide, assura mademoiselle Davis. Votre mari est clairement en tort et a transféré illégalement des biens matrimoniaux. Le tribunal statuera presque certainement en votre faveur. Merci, mademoiselle Davis. Je vous en prie. C'est mon travail, dit-elle. Restez forte. Ce sera bientôt fini. Je hochai la tête. Oui. Je devais être forte. Je n'étais plus la fille naïve d'il y a 5 ans. 1 mois plus tard, l'audience au tribunal eut lieu. Mark ne rentra pas au pays. Il était représenté par un avocat. L'audience se déroula sans encombre. Mademoiselle Davis présenta toutes les preuves au tribunal. L'avocat de Mark essaya d'argumenter que les photos étaient truquées et que l'achat de la propriété était un investissement, mais face à des preuves solides, ses arguments étaient faibles. Le juge ajourna la séance et annonça qu'un verdict serait rendu à une date ultérieure. En sortant de la salle d'audience, mademoiselle Davis me tapota l'épaule. Vous avez été géniale, mademoiselle Miller. Maintenant,
nous attendons juste les bonnes nouvelles. Je souris. Merci, mademoiselle Davis. Le jour où le verdict tomba fut une belle journée ensoleillée. Mademoiselle Davis m'appela. Mademoiselle Miller, le jugement est arrivé. Le tribunal a statué en notre faveur. Le divorce est prononcé. En termes d'actifs, on vous attribue la totalité du solde du compte joint, plus la moitié de la valeur de la propriété que votre ex-mari a achetée à l'étranger. De plus, il est condamné à vous payer 75 000 $ de dommages et intérêts pour détresse émotionnelle. En écoutant la nouvelle, j'ai commencé à pleurer. Non pas de joie, mais de soulagement. J'étais enfin libre. Merci, mademoiselle Davis. Merci beaucoup, dis-je à travers mes larmes. Je vous en prie. Vous le méritez, dit-elle. Maintenant, allez vivre votre vie. Oubliez le passé et prenez un nouveau départ. Je le ferai. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau et j'ai regardé le ciel. 5 ans de mariage venaient de prendre fin. Je pensais que je serais dévasté, mais à ce moment-là, tout ce que je ressentais était un profond sentiment de libération. Ce soir-là, je suis sorti dîner avec quelques bonnes amies. Anna, félicitations pour ta liberté, porta un toast ma meilleure amie Sarah. Je levai mon verre et le trinquai avec les leurs. Merci les filles d'avoir été avec moi à travers tout ça. Ce salaud a eu ce qu'il méritait, dit une autre amie, Émilie, avec colère. Après tout ce que tu as fait pour lui, il t'a trahi comme ça. Laissons le passé au passé, dis-je avec un sourire. À partir de maintenant, je vais vivre pour moi-même et ne plus perdre de temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. C'est vrai, dit Sarah. À la nouvelle vie d'Anna. Nous avons trinqué et bu. La vie après le divorce était différente de ce que j'avais imaginé. Je pensais que je serais triste, pleurant pour m'endormir chaque nuit. Mais en réalité, je me sentais libéré. Sans Marc, je n'avais plus à m'inquiéter de l'heure à laquelle il rentrerait. Je n'avais plus à marcher sur des œufs pour lui plaire. Je n'avais plus à remettre la totalité de mon salaire. J'ai redessiné ma vie. Premièrement, j'ai complètement redécoré l'appartement, me débarrassant de tout ce qui me rappelait Marc. J'ai acheté de nouveaux meubles et peint les murs. L'endroit semblait frais et nouveau, tout comme ma vie. Deuxièmement, je me suis inscrite à un cours de yoga. J'y allais après le travail tous les jours. C'était génial tant pour mon corps que pour mon esprit. J'ai aussi appris à cuisiner différentes cuisines. Quand Marc était là, je faisais toujours les plats réconfortants américains qu'il aimait. Maintenant, je pouvais faire ce que je voulais manger. J'ai aussi commencé à voyager. J'ai fait un sac et je suis allé dans tous les endroits que j'avais toujours voulu voir mais dont je n'avais jamais eu l'occasion. J'ai rencontré des gens intéressants, entendu des histoires fascinantes. J'ai réalisé que le monde était tellement plus grand que mon mariage raté, avec tant d'autres choses valant la peine d'être poursuivies. 6 mois plus tard, la mère de Marc m'a trouvé. Anna, s'il te plaît, peux-tu pardonner à Marc? Il sait qu'il a eu tort, dit-elle en me tenant la main, les yeux rouges. Je retirai doucement ma main. Je suis désolé, Madame Evans. Je ne peux pas. Mais vous avez été mariés pendant 5 ans. Vous aviez une connexion si profonde. Comment peux-tu juste finir ça comme ça, supplia-t-elle. Une relation ne peut pas être soutenue par les efforts d'une seule personne, dis-je calmement. Marc m'a trompé. C'est un fait. Je ne peux pas lui pardonner. Il était juste confus un moment. Il a été séduit par cette traînée, dit-elle, agitée. Il a déjà rompu avec elle. Il veut revenir vers toi. Je ris froidement. Il a rompu avec elle. Est-ce parce que le tribunal lui a ordonné de me payer et que maintenant il est fauché? Son visage pâlit. Je sais que vous souffrez et je sais que vous avez pitié de votre fils, dis-je. Mais s'il vous plaît, essayez de comprendre ma position. Marc et moi sommes divorcés. Nous ne nous remettrons pas ensemble. S'il vous plaît, ne venez plus me chercher. Sur ce, je me retournai et m'éloignai. Je pouvais l'entendre sangloter derrière moi, mais je ne me retournai pas. Je savais que j'étais froide, mais je ne le regrettais pas. J'avais donné sa chance à Marc. C'est lui qui l'avait gâché. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré un homme au travail nommé Ben Carter.
C'était le nouveau directeur du département marketing, quelques années plus âgé que moi, mature, stable et très charmant. Nous avons fait connaissance à travers un projet professionnel. Il était très gentil avec moi, m'aidant souvent avec des problèmes liés au travail. Un jour, il m'invita à dîner. « Anna, j'ai entendu dire que tu es divorcée, dit-il franchement. » Je fus un peu prise au dépourvu mais hochai la tête. « Oui. »« Vois-tu quelqu'un en ce moment ?» demanda-t-il en me regardant droit dans les yeux. Je secouai la tête. « Non. »« Alors, puis-je avoir la chance de t'inviter à sortir ?» dit-il sincèrement. « Je sais que c'est peut-être trop tôt, mais je t'aime vraiment bien. J'aime ton indépendance, ta force, ta gentillesse. Je veux prendre soin de toi, te protéger et te donner un foyer chaleureux. » Je regardai ses yeux sincères et sentis un remous dans mon cœur. Mais je secouai quand même la tête. « Je suis désolé, Ben. Je ne suis pas prête pour une nouvelle relation en ce moment. »« Je comprends, » dit-il. « Alors j'attendrai. Peu importe le temps que cela prendra, j'attendrai. » Ce soir-là, je suis rentré chez moi et je me suis assise sur mon balcon en regardant les étoiles. Peut-être qu'un jour je croirai à nouveau en l'amour, mais pour l'instant, je voulais juste m'aimer moi-même. 1 an plus tard, le jugement du tribunal fut exécuté. Mark paya les dommages et transféra l'équivalent en espèces de sa moitié de la propriété de Toronto. Avec les 650 000 $ du compte joint, j'avais maintenant près d'1 million de dollars d'économie. C'était plus qu'assez pour vivre une vie confortable. J'utilisais une partie de l'argent pour ouvrir un petit café juste en bas de mon immeuble. Ce n'était pas grand, mais c'était confortable et accueillant. Chaque matin, je préparais du café pour mes clients. L'après-midi, je m'asseyais près de la fenêtre, je lisais un livre, et je profitais du soleil. La vie devint simple et belle. Un jour, Sarah vint à mon café. « Anna, tu as l'air sincèrement heureuse maintenant, » dit-elle. « Vraiment ?» Je souris. « Je le ressens aussi. »« Est-ce que tu regrettes parfois ?» demanda-t-elle soudainement. Je réfléchis un instant et secouai la tête. Aucun regret. Ce mariage m'a apporté beaucoup de douleur, mais il m'a aussi fait grandir. J'ai appris à me protéger, à ne pas faire confiance aveuglément, et surtout à m'aimer moi-même. Croiras-tu un jour à nouveau en l'amour? Je regardai la lumière du soleil filtrer à travers la fenêtre et souris. Oui, mais la prochaine fois je serai plus prudente, plus rationnelle. Je ne m'abandonnerai plus jamais au nom de l'amour. Sarah hocha la tête en signe d'approbation. Tu as changé en mieux. Oui, j'avais changé. Je n'étais plus la fille naïve et facilement trompée. J'étais devenue une femme indépendante et forte qui savait ce qu'elle voulait. 2 ans plus tard, un après-midi, une silhouette familière entra dans mon café. C'était Mark. Il avait l'air hagard, avec des mèches grises dans les cheveux. Anna, prononça-t-il mon nom, la voix rauque. Je le regardai calmement. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais m'excuser, dit-il. Je suis désolé pour tout. Je ne dis rien, me contentant de le regarder. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses terribles. Je t'ai blessé, continua-t-il. Je le regrette tellement maintenant, mais je sais qu'il est trop tard. Je voulais juste te le dire. Je suis désolé. D'accord, je t'ai entendu, dis-je. Y a-t-il autre chose? Mark fut surpris. Il secoua la tête. Alors s'il te plaît, pars, dis-je en montrant la porte. Il me regarda, les yeux remplis d'amertume. Anna, est-ce que tu ne me détestes vraiment pas du tout? Je réfléchis un instant. Je te détestais. Je te détestais tellement que je voulais me venger. Mais je ne te déteste plus. J'ai réalisé que détester quelqu'un est épuisant. Tu n'en vaux pas la peine. Es-tu heureuse maintenant? Demanda-t-il. Très heureuse. Je souris. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été avec toi. Cette phrase fut comme un poignard dans son cœur. Il eut un rire amer, se retourna et quitta le café. En regardant son dos s'éloigner, je réalisai soudain que l'homme que j'avais autrefois aimé si désespérément n'était plus qu'un étranger pour moi. Le temps est une chose merveilleuse. Il guérit toutes les blessures. Maintenant, mes journées sont pleines et paisibles. Je me réveille,
je fais du yoga pendant 1 heure, puis je me prépare un petit déjeuner tranquille. À 9 heures, j'ouvre le café. Pour le déjeuner, je me fais quelque chose de simple comme des pâtes ou un sandwich. L'après-midi, s'il n'y a pas trop de monde, je m'assois près de la fenêtre et je lis. Je me suis récemment mise à la psychologie, et c'est fascinant. Le soir, je retrouve des amis pour dîner ou je regarde un film à la maison. Le week-end, je vais faire de la randonnée dans les parcs d'État voisins où je visite l'Institut d'art. La vie est calme, mais elle est belle. Plus important encore, je me suis retrouvé. Je n'ai besoin de dépendre de personne. Je peux vivre ma vie indépendamment et affronter le monde selon mes propres termes. Il y a 6 mois, Ben m'a invité à sortir à nouveau. Anna, j'ai attendu 2 ans pour toi. Il dit, je sais que tu as traversé beaucoup de choses, et je ne te bouscule pas, mais je veux que tu saches que je suis toujours là à attendre. À ce moment-là, j'ai senti que je pouvais peut-être lui donner une chance. Ben, dis-je, je suis prête à essayer. Il était extatique et me serra fort dans ses bras. Vraiment? Vraiment? Je souris. Mais je dois être honnête. Je ne suis pas sûr de t'aimer encore. Je suis juste prête à nous donner une chance. C'est assez. C'est plus qu'assez, dit-il. Je te montrerai par mes actions que je suis digne de ton amour. Nous sommes ensemble depuis 3 mois maintenant. Il est merveilleux avec moi, doux, attentionné et solidaire. Il respecte mes opinions, soutient ma carrière et ne me met jamais la pression pour faire quoi que ce soit que je ne veuille pas faire. Être avec lui est confortable et libérateur. Peut-être est-ce cela que le véritable amour est censé être. Pas un tourbillon de passion, mais un flux régulier. Pas de possession, mais du respect. Pas d'enfermement, mais de la liberté. Je ne sais pas ce que notre avenir nous réserve, mais je suis prête à essayer parce que je crois que tant que je m'aime assez, que je suis assez indépendante et assez forte, je ne serai plus blessée. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une vieille connaissance qui connaissait Marc. Il disait que Marc et Claire avaient rompu. Elle l'a quitté quand elle a découvert qu'il était fauché. Il est maintenant seul à Toronto, luttant pour joindre les 2 bouts. Il demandait si je pouvais lui prêter de l'argent pour traverser cette période difficile. J'ai regardé le message et j'ai souri. J'ai répondu, je suis désolé. Je ne peux pas t'aider. Ensuite, j'ai bloqué le numéro, non pas parce que je suis sans cœur, mais parce que je sais que ses problèmes sont de sa propre fabrication. Quand il m'a trahi, m'a menti et m'a blessé, a-t-il jamais considéré mes sentiments? Maintenant qu'il est en difficulté, il se souvient de moi. Désolé, je ne suis pas une poubelle de recyclage. Je ne suis pas là pour le bagage émotionnel de qui que ce soit. Je veux juste m'aimer et vivre ma vie. La semaine dernière, je suis allé à une réunion d'anciens élèves. Tout le monde prenait des nouvelles. Certains ont eu des promotions, certains ont eu leur 2e enfant, certains ont divorcé. Quand ce fut mon tour, je dis, je suis divorcé. Je possède un café. J'ai un nouveau petit ami, et je suis très heureuse. Tout le monde fut surpris et me félicita. Une camarade demanda, Anna, tu ne regrettes pas d'avoir divorcé? Après tout, vous étiez mariés depuis 5 ans. Je secouai la tête. Aucun regret. Si je n'avais pas divorcé, j'aurais peut-être passé toute ma vie à vivre un mensonge. Le divorce a été douloureux, mais il m'a permis de me retrouver. Tu es si courageuse, dit une autre camarade. Beaucoup de femmes dans ta situation auraient juste supporté pour le bien de la famille. Je n'avais pas d'enfant à l'époque, donc le choix était plus facile, dis-je. Et je crois qu'une famille malheureuse est plus dommageable pour un enfant de toute façon. Tout le monde hocha la tête en signe d'accord. Ce soir-là, j'ai un peu bu. Quand je suis rentré, je me suis tenu sur mon balcon en regardant les lumières de la ville. J'ai pensé à moi il y a 3 ans, la femme qui voyait son mari partir en larmes à l'aéroport. À l'époque, je pensais que mon monde s'écroulait. Mais me voici maintenant, vivant mieux que jamais auparavant. J'ai prouvé qu'une femme n'a besoin de personne pour vivre une vie merveilleuse. Aujourd'hui, une cliente spéciale est entrée dans le café. C'était une jeune fille, probablement au début de la vingtaine. Elle commanda un latte et s'assit dans un coin, pleurant doucement. Je m'approchai et demandai gentiment, « Avez-vous besoin d'un mouchoir ?» Elle leva les yeux rouges. « Merci. »
Je lui tendis un mouchoir et m'assis en face d'elle. Si ça ne vous dérange pas, voudriez-vous en parler? Elle hésita un instant, puis hocha la tête. Il s'avéra qu'elle venait de découvrir que son petit ami la trompait. Elle ne savait pas quoi faire, lui pardonner ou rompre. Il a dit que c'était une erreur unique, qu'il m'aime toujours, dit la fille. Mais je me sens si blessée, si confuse. En la regardant, je me suis souvenu de moi-même il y a 3 ans. Écoute-moi, dis-je avec ferveur. Il n'y a pas de juste une fois quand il s'agit de tromperie. C'est soit 0 fois, soit d'innombrables fois. Si tu lui pardonnes cette fois, il le refera. Et quelqu'un qui t'aime vraiment ne te blesserait jamais comme ça. Mais nous sommes ensemble depuis 3 ans. Je ne veux pas tout jeter, pleura la fille. 3 ans, c'est long, dis-je. Mais si cette relation te cause de la douleur, elle ne vaut pas la peine d'être conservée. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même, à te respecter. Ne gâche pas ta jeunesse pour quelqu'un qui ne le mérite pas. La fille me regarda, des larmes brillant dans ses yeux. Vous avez raison. Je sais ce que je dois faire. Je souris. C'est bien. Tu rencontreras quelqu'un de mieux. En la regardant s'éloigner, j'ai soudain senti que mon expérience pouvait aider les autres. Peut-être est-ce là le sens de la douleur. Elle nous fait grandir et nous permet d'aider les autres à grandir aussi. 3 mois plus tard, un soir, je fermais la caisse du café quand mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Je répondis et une voix de femme dit « Est-ce que je parle à mademoiselle Anna Miller ?» Oui, c'est elle. Ici l'agent chef de la police de Toronto, dit-elle. Nous devons vous informer d'une situation concernant votre ex-mari, monsieur Mark Evans. Mon cœur rata un battement. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Evans a été arrêté pour fraude à l'investissement et détournement de fonds, dit l'agent. Selon notre enquête, il dirigeait une chaîne de Ponzi depuis plusieurs années, le montant total impliqué dépassant les 20 millions de dollars canadiens. J'étais stupéfaite. De plus, continua l'agent, avant son arrestation, il a laissé une lettre à vous remettre. Dans la lettre, il déclare qu'une partie de l'argent qu'il a utilisé pour acheter la propriété au Canada provenait de ses fonds illégaux. La couronne saisit maintenant ses actifs, ce qui pourrait vous impliquer. Ma main tenant le téléphone commença à trembler. Aussi, l'agent fit une pause. Monsieur Evans a déclaré qu'il ne vous a jamais aimé, qu'il vous a épousé uniquement pour. La voix à l'autre bout continuait de parler, mais je ne pouvais plus l'entendre. J'ai regardé l'écran de mon téléphone et j'ai vu un autre appel arriver. L'identifiant de l'appelant disait Ben. J'hésitai une seconde, dit à l'agent, je comprends, et raccroché. Mais juste au moment où j'allais répondre à l'appel de Ben, la porte du café s'ouvrit brutalement. Un homme étrange se précipita à l'intérieur et me fixa. Anna Miller, je suis l'un des créanciers de Mark Evans. Vous devez rembourser sa dette. Je regardai l'homme étrange devant moi, me forçant à rester calme. Les quelques clients restants dans le magasin furent surpris par l'intrusion soudaine. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, dis-je, ma voix aussi stable que possible. Mark et moi sommes divorcés. Ces dettes ne sont pas ma responsabilité. Pas votre responsabilité, ricana l'homme. Vous étiez sa femme. Ne connaissez-vous pas la dette maritale? Mark me doit 5 millions de dollars. Vous devez les rembourser. J'ai besoin de voir une reconnaissance de dette, dis-je. Et une preuve que cette dette a été contractée pendant notre mariage et a été utilisée pour nos dépenses communes. Sinon, je n'ai aucune obligation de rembourser cette dette. L'homme fut pris de court, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Juste à ce moment-là, Ben se précipita à l'intérieur. Il avait dû s'inquiéter quand je n'avais pas répondu à son appel. Anna, ça va, dit-il en se plaçant devant moi pour me protéger de l'homme. Monsieur, quel que soit le problème, nous pouvons en discuter calmement. Qui êtes-vous? Demanda l'homme avec lassitude. Je suis le petit ami d'Anna, dit Ben. Concernant la dette dont vous avez parlé, nous pouvons résoudre cela par les voies légales. Si vous continuez à faire une scène, j'appellerai la police. L'homme nous regarda, puis regarda les autres clients dans le magasin. Finalement, il renifla. Bien, on se verra au tribunal. Il se retourna et partit. Ben ferma la porte et passa ses bras autour de moi. Tu as dû être terrifié.
Je m'appuyais contre son étreinte, mon cœur battant la chamade. J'avais fait bonne figure, mais j'avais en fait peur. Je suis si contente que tu sois là, murmurai-je. Bête que tu es. Je t'ai dit que je te protégerais, dit-il en me tapotant doucement le dos. C'était quoi cette histoire de dette? Je lui racontai l'appel de la police. Après avoir écouté, les sourcils de Ben se froncèrent. Ce salaud, Marc. Qu'a-t-il fait d'autre? Je n'en avais aucune idée, soupirai-je. Je pensais qu'après le divorce, j'en aurais fini avec lui. Je ne m'attendais jamais à tout ça. Ne t'inquiète pas, dit Ben. J'irai avec toi voir ton avocate demain. Tu es divorcé, et tes biens ont été légalement partagés. Ses activités criminelles et ses dettes au Canada n'ont rien à voir avec toi. Je hochai la tête, mais un sentiment de malaise persistait. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Les mots de l'agent de police résonnaient dans mon esprit. Monsieur Evans a déclaré qu'il ne vous a jamais aimé, qu'il vous a épousé uniquement pour. Pourquoi? Pour voler mon argent? Ou y avait-il un autre motif? Je réalisai soudain que, dès le début, je n'avais peut-être été qu'un pion dans son jeu élaboré. Le lendemain, Ben m'accompagna voir Mademoiselle Davis. Après avoir entendu toute l'histoire, elle laissa échapper un soupir de soulagement. Mademoiselle Miller, vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter. Premièrement, vous et Monsieur Evans êtes divorcés et vos biens ont été légalement partagés. Deuxièmement, selon la loi matrimoniale, toute dette contractée par un époux en son nom propre, qui n'est pas destinée aux besoins quotidiens de la famille, n'est pas considérée comme une dette maritale commune. À moins que le créancier ne puisse prouver que la dette a été utilisée pour la vie commune, une entreprise commune, ou était basée sur le consentement mutuel des deux époux. Qu'en est-il des 5 millions de dollars que cet homme a mentionnés, demandai-je. Il doit fournir la preuve que la dette a été contractée pendant votre mariage et a été utilisée pour votre vie commune, dit Mademoiselle Davis. D'après sa réaction, il ne peut probablement pas produire une telle preuve. Et qu'en est-il de ce que la police a dit? Qu'une partie de l'argent que Marc a utilisé pour acheter le condo au Canada provenait de ses activités illégales? Cette propriété a déjà été partagée dans le règlement du divorce, la moitié vous étant attribuée. Correct, dit Mademoiselle Davis en examinant le jugement précédent. Si la police veut la saisir, elle doit prouver que vous étiez au courant et que vous avez participé aux activités illégales. Sinon, en tant que tiers de bonne foi, votre part de la propriété est protégée par la loi. En entendant cela, je ressentis enfin un sentiment de soulagement. Mais Mademoiselle Davis ajouta, cependant, vous devriez quand même vous préparer. Le cas de Monsieur Evans est assez sérieux, et il peut y avoir d'autres créanciers qui viendront vous chercher. Je vous suggère de conserver tous vos documents, y compris le jugement de divorce et l'accord de règlement de propriété. Si quelqu'un vous harcèle, appelez immédiatement la police. Je hochai la tête. Je comprends. Merci, Mademoiselle Davis. En sortant du cabinet d'avocat, Ben me tenait la main. N'aie pas peur. Je suis là. Je le regardais, une vague de chaleur m'envahissant. Dans les semaines qui suivirent, d'autres personnes vinrent à ma porte, prétendant être des créanciers de Marc. Certains avaient des reconnaissances de dettes, d'autres avaient des relevés de virements bancaires. Tous disaient que Marc leur devait de l'argent et exigeaient que je paie. Suivant les conseils de Mademoiselle Davis, je demandais à chacun d'eux de fournir la preuve que la dette avait été contractée pendant notre mariage et utilisée pour notre vie commune. Pas un seul d'entre eux ne put le faire. La plupart des prêts avaient été contractés après notre divorce, et certaines des reconnaissances de dette étaient des faux évidents. J'ai tout documenté et remis à Mademoiselle Davis pour qu'elle s'en occupe. Mais les ennuis pesaient quand même sur ma vie. Les affaires du café souffraient parce que les gens continuaient à venir faire des scènes et les clients étaient effrayés. Mon humeur chutait et j'étais constamment sur les nerfs, m'inquiétant du prochain problème qui surviendrait. Ben voyait ma détresse et avait le cœur brisé. Anna, pourquoi ne déménageons-nous pas le magasin dans un nouvel endroit, suggéra-t-il. Ou peut-être le fermer pendant un moment, faire une pause, et rouvrir une fois que tout ça sera passé. Je secouai la tête. Non, je ne peux pas laisser le gâchis de Marc ruiner ma vie. J'ai travaillé si dur pour arriver là où je suis. Je ne peux pas abandonner. Mais. Pas de mais, dis-je fermement. Il m'a blessé une fois. Je ne le laisserai pas détruire ce que j'ai maintenant. Ben me regarda,
les yeux pleins d'admiration. D'accord, je te soutiens, mais tu dois me promettre que si tu rencontres le moindre problème que tu ne peux pas gérer, tu me le diras. Je le promets. Un mois plus tard, il y eut enfin une percée. Des nouvelles arrivèrent de la police canadienne. Le cas de Marc était clair. Il était effectivement coupable de fraude à l'investissement à grande échelle et de détournement de fonds, et ferait face à de sévères sanctions pénales. La police confirma également que j'ignorais ses activités illégales et que j'étais en fait l'une de ses victimes. Par conséquent, les actifs qui m'avaient été attribués dans le règlement du divorce ne seraient pas saisis. En entendant cette nouvelle, je poussai enfin un soupir de soulagement. Mademoiselle Davis résolut également les problèmes avec les créanciers. Par le biais de procédures judiciaires, toutes les dettes furent confirmées comme étant les dettes personnelles de Marc et n'avaient rien à voir avec moi. Peu à peu, les fauteurs de troubles cessèrent de venir et les affaires au café revinrent à la normale. Ma vie se remettait enfin sur les rails. Mais je savais que cette expérience m'avait appris une leçon profonde. Je pensais qu'un divorce serait une rupture nette, mais le passé d'une personne trouve toujours des moyens d'affecter son présent. Je devais être plus prudente, plus vigilante dans ma vie. Ce soir-là, la police de Toronto m'appela à nouveau. Mademoiselle Miller, Monsieur Evans voudrait vous dire quelque chose. Êtes-vous prête à écouter? J'hésitai un instant. D'accord. La voix de Marc arriva sur la ligne, faible et frêle. Anna. Vas-y. J'écoute, dis-je calmement. Je suis désolé, dit-il. Je sais que je t'ai fait du tort. J'ai fait tellement de choses terribles. Je restai silencieuse, attendant qu'il continue. La vérité est que je t'ai épousée avec une arrière-pensée dès le début. La voix de Marc était remplie de regrets. J'ai vu à quel point tu étais naïve et gentille, et j'ai vu tes revenus réguliers. Je voulais t'utiliser pour prendre ton argent pour mes investissements, pour mes affaires. Mon cœur me sembla être piqué par une aiguille. Je l'avais soupçonné, mais l'entendre l'admettre faisait encore mal. Je pensais que je pourrais réussir, dit-il. Je pensais que je pourrais gagner beaucoup d'argent et ensuite te donner une vie meilleure. Mais j'avais tort. J'étais trop avide. Je n'aurais pas dû m'impliquer dans la collecte de fonds illégale. Je n'aurais pas dû tromper tant de gens. Et qu'en est-il de Claire, demandai-je. Claire? Elle était une victime aussi, dit Marc avec un rire amer. Elle pensait que j'étais riche. Elle était avec moi pour l'argent. Quand elle a découvert que j'étais un escroc, elle est partie. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. Anna, je sais que dire pardon est inutile maintenant, dit Marc. Je voulais juste te dire que pendant nos 5 années ensemble, même si j'ai commencé avec un motif, plus tard, je t'ai vraiment aimé. Mais j'étais trop avide, trop bête, et j'ai tout détruit. J'ouvris les yeux et dis calmement, Marc, tu sais ce que je déteste le plus? Ce n'est pas que tu aies volé mon argent. C'est que tu as joué avec mes sentiments. Pendant 5 ans, je t'ai traité comme la personne la plus importante de ma vie. Je te faisais confiance, je dépendais de toi, je t'aimais. Et toi? Tu m'as traité comme un outil, un pion à utiliser. Je sais. Sa voix était remplie de douleur. Mais je dois aussi te remercier, dis-je. Merci de m'avoir montré ton vrai visage, de m'avoir permis de limiter les dégâts à temps. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais peut-être passé toute ma vie comme cette fille naïve et facilement trompée. Anna. C'est la dernière fois que nous nous parlerons, le coupai-je. À partir de maintenant, nous suivons nos chemins séparés. J'espère que tu réfléchiras à tes actions en prison et que tu deviendras une meilleure personne. Sur ce, je raccrochai le téléphone. Après l'appel, je restai assise sur le canapé, hébété. Ben vint s'asseoir à côté de moi. Es-tu encore triste? Je secouai la tête. Pas triste, juste un peu pleine de regrets. Regrets à propos de quoi? Regrets pour ces 5 années. Regret d'avoir un jour aimé quelqu'un de si indigne, dis-je. Mais je ne regrette pas l'expérience. Elle m'a fait grandir. Elle m'a rendue plus forte. Ben prit ma main. Tu sais ce que j'admire le plus chez toi, Anna? C'est ta résilience. Tu as traversé tant de douleurs, mais tu ne l'as pas laissé te briser. Au lieu de cela, tu es devenue plus indépendante, plus courageuse. Je le regardai,
une vague de chaleur se répandant dans mon cœur. Ben, merci d'être à mes côtés à travers tout ça, dis-je. Je ne pense pas que j'aurais pu m'en sortir sans toi. Bête que tu es. Nous sommes un couple. C'est pour ça que je suis là, dit-il. Et je devrais te remercier de me donner la chance de prendre soin de toi, de t'aimer. Cette nuit-là, nous avons parlé longtemps. Nous avons parlé du passé, du présent et de l'avenir. Ben dit qu'il voulait m'épouser, me donner un foyer. Je lui dis que j'étais prête, mais que j'avais besoin de temps. J'avais besoin d'être sûr qu'il m'aimait vraiment, et pas seulement qu'il avait pitié de moi ou voulait me sauver. Il dit qu'il comprenait et qu'il attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. À ce moment-là, j'ai enfin compris ce qu'était le véritable amour. Ce n'est pas un orage passionné, mais un courant régulier et doux. Ce n'est pas une question de possession et de contrôle, mais de respect et de compréhension. Ce n'est pas exiger de quelqu'un qu'il change pour vous, mais l'accepter pour ce qu'il est. 6 mois plus tard, les affaires au café étaient florissantes. J'embauchais 2 employés, une récente diplômée universitaire nommée Chloé et une femme dans la quarantaine nommée Maria. Chloé apprenait vite, et Maria était travailleuse et gardait le magasin impeccable. Avec leur aide, ma vie devint beaucoup plus facile. J'ai commencé à avoir plus de temps pour moi. Je me suis inscrite à un cours de photographie et j'ai découvert la joie de capturer la vie à travers un objectif. J'ai aussi commencé à écrire. J'écrivais sur mes expériences et les soumettais à plusieurs magazines lifestyle. À ma grande surprise, quelques-uns de mes articles furent publiés et je reçus de nombreuses lettres de lectrices. Beaucoup d'entre elles avaient vécu des expériences similaires, blessées dans leur mariage et incertaines de ce qu'il fallait faire. Je répondis à chaque lettre en les encourageant à être courageuses, à faire leur propre choix. Je leur dis qu'une femme n'a besoin de personne pour vivre une vie merveilleuse. Je leur dis que quitter quelqu'un qui ne vous aime pas n'est pas un échec mais une renaissance. Je leur dis que pour trouver le vrai bonheur, il faut d'abord apprendre à s'aimer et à se respecter soi-même. L'hiver dernier, Ben m'a demandé en mariage. Il m'emmena faire une promenade sur la plage. L'hiver à Chicago était froid, le vent mordant, mais mon cœur était chaud. Nous marchions le long du rivage, nos empreintes apparaissant et disparaissant avec les vagues. Anna. Ben s'arrêta soudainement et se tourna vers moi. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je curieusement. Il mit un genou à terre, sortit une petite boîte de sa poche, et l'ouvrit pour révéler une bague en diamant. Anna Miller, veux-tu m'épouser ? Demanda-t-il en me regardant dans les yeux. Je sais que tu as traversé un mariage douloureux, et je sais que tu as peur. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas Marc. Je passerai toute ma vie à t'aimer, à te protéger et à te rendre heureuse. Je ne te mentirai jamais, ne te trahirai jamais, ne te blesserai jamais. Je veux juste traverser le reste de ma vie avec toi. Je le regardai, les larmes coulant sur mon visage. Ben. Je m'étranglai. Si tu n'es pas prête, je peux attendre, dit-il. Peu importe combien de temps, j'attendrai. Je secouai la tête et souris à travers mes larmes. Pas besoin d'attendre. Je suis prête. Il se leva avec excitation, glissa la bague à mon doigt, et me tira dans une étreinte serrée. Le vent hurlait et les vagues s'écrasaient contre le rivage. Mais nous nous tenions l'un l'autre comme 2 arbres entrelacés, pour ne plus jamais être séparés. Notre mariage fut simple. Nous n'avons invité que notre famille la plus proche et nos amis. Pas de lieu somptueux, pas de robe hors de prix, juste les bénédictions les plus sincères. Ma mère me tenait la main, les yeux remplis de larmes. Anna, je suis si heureuse de te voir enfin heureuse. Je suis heureuse, maman. Je souris. Ben est un homme bon. Tu dois le chérir, dit ma mère. Je le ferai. Au mariage, Ben me dit, Anna, merci de m'avoir épousée. Je promets que je passerai toute ma vie à t'aimer et à faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Je le regardais, mon cœur plein d'amour. Je savais que cette fois, j'avais fait le bon choix. La vie conjugale est paisible et heureuse. Ben est attentionné et prévenant. Il me fait un massage quand je suis fatigué, cuisine le dîner quand je suis occupé, et me fait rire quand je me sens déprimé. Il respecte ma carrière et soutient mes rêves. Il ne m'a jamais demandé d'abandonner le café pour être une femme au foyer. En fait, il vient souvent aider. Nous gérons le café ensemble, et nous planifions notre avenir ensemble.
Ce printemps, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais à la fois excitée et nerveuse. Excitée d'avoir enfin un enfant à moi, et nerveuse à l'idée de savoir si je pourrais être une bonne mère. Ben était encore plus excité que moi. Il faisait des promenades avec moi tous les jours, cuisinait des repas nutritifs, et acheta une pile de livres sur la parentalité pour étudier. « Anna, à qui penses-tu que le bébé ressemblera » demandait-il. « Bien sûr, il te ressemblera, » riais-je. « J'espère que c'est un garçon, beau comme toi. »« J'espère que c'est une fille, belle comme toi, » disait-il. Nous rêvions de notre avenir, de notre petite famille. La grossesse fut difficile, mais j'étais heureuse. Je savais que cet enfant avait été conçu dans l'amour, un symbole de mon amour avec Ben. Pendant mon 5e mois de grossesse, j'ai reçu une lettre spéciale. Elle venait de la mère de Marc. Dans la lettre, elle s'excusait auprès de moi. Elle disait qu'elle était désolée de ne pas avoir bien élevé son fils, de m'avoir causé tant de douleurs. Elle disait aussi que Marc se comportait bien en prison et travaillait dur pour se réformer. Elle disait qu'il voulait qu'elle me dise qu'il me souhaitait sincèrement du bonheur. En lisant la lettre, je ressentis un mélange d'émotions. Je ne détestais pas sa mère. Elle était une victime, elle aussi. Elle avait élevé un fils, ne s'attendant jamais à ce qu'il emprunte un chemin aussi sombre. Je lui répondis en lui disant que j'avais tout pardonné, que j'étais très heureuse maintenant, et qu'elle ne devait pas se blâmer. Je lui dis aussi que tout le monde fait des erreurs et que l'important est d'en tirer des leçons. J'espérais que Marc réfléchirait à ses actions en prison et commencerait une nouvelle vie à sa sortie. Après avoir écrit cette lettre, je sentis un poids se lever de mes épaules. J'avais enfin lâché le passé. J'avais vraiment pardonné à Marc, et je m'étais pardonné à moi-même. L'automne dernier, notre bébé est né. Une belle fille. Nous l'avons nommée Clara. Je veux qu'elle grandisse dans un monde d'amour et qu'elle ait une vie paisible et heureuse. En regardant ma fille dans mes bras, j'ai pensé à la fille que j'étais autrefois, naïve et facilement trompée. J'ai dû traverser tant de douleurs pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Je partagerai mes expériences avec ma fille. Je lui apprendrai à se protéger, à s'aimer, à distinguer le bien du mal. Je lui ferai savoir qu'une femme peut être douce mais pas faible, gentille mais pas stupide, aimante mais qu'elle doit d'abord s'aimer elle-même. Maintenant, ma vie est pleine et heureuse. Je me réveille, je m'occupe de ma fille, je la nourris, je la change, je joue avec elle. Quand elle dort, je vais au café pour aider. Même avec un enfant, je n'ai pas abandonné ma carrière. Ben est incroyablement solidaire. Il dit toujours qu'une femme ne devrait pas avoir à renoncer à ses rêves simplement parce qu'elle se marie et a des enfants. L'après-midi, j'emmène Clara au parc. Le soir, nous dînons tous les 3 ensemble et parlons de notre journée. Cette vie tranquille est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Le mois dernier, le café a organisé un événement spécial. J'ai invité des femmes qui avaient vécu des expériences similaires à partager leurs histoires. Certaines étaient récemment divorcées et luttaient encore contre la douleur. Certaines hésitaient encore, ne sachant pas si elles devaient quitter leur mariage, et certaines avaient déjà tourné la page et commencé une nouvelle vie. J'ai partagé mon histoire. Je leur ai dit que quitter quelqu'un qui ne vous aime pas n'est pas un échec, mais une renaissance. Je sais que c'est douloureux. Je sais que vous êtes perdu en ce moment, dis-je. Mais croyez-moi, la douleur est temporaire. Si vous faites ce pas courageux, vous trouverez un monde merveilleux qui vous attend. Mais j'ai peur, dit une jeune femme. J'ai peur d'être seule. Être seul vaut mieux que d'être dans un mariage malheureux, dis-je. Et qui a dit que divorcer signifie être seul? Vous pouvez avoir vos amis, votre carrière, votre propre vie, et vous pouvez retrouver l'amour avec quelqu'un qui vous aime vraiment. Êtes-vous heureuse maintenant? Demanda une autre femme. Je regardai Ben, qui se tenait près de la porte tenant notre fille et me souriant. Très heureuse, dis-je avec un sourire. Plus heureuse que je ne l'aurais jamais imaginé. Après l'événement, beaucoup de gens sont venus me remercier. Elle disait que mon histoire leur avait donné le courage d'affronter leur propre vie. Elle disait que je leur avais donné de l'espoir, fait croire qu'une femme peut vivre une vie merveilleuse sans dépendre de personne. J'étais heureuse que mon expérience puisse aider les autres. Peut-être est-ce là le sens de la douleur. Elle nous fait grandir et nous permet d'aider les autres à grandir. Cette année marque le 5e anniversaire de mon divorce. Au cours de ces 5 années,
j'ai traversé beaucoup de choses. Je suis passé d'une femme dépendante à une femme indépendante et forte. Je suis passé d'une victime brisée à un guide pour les autres. Je suis passé d'une divorcée désespérée à une épouse et mère dans une famille heureuse. Et tout cela grâce à cette unique décision courageuse que j'ai prise. Si je n'avais pas transféré l'argent de manière décisive et demandé le divorce après avoir dit au revoir à Marc à l'aéroport, je vivrais peut-être encore un mensonge, attendant un homme qui ne reviendrait jamais. La semaine dernière, j'ai assisté à un séminaire sur l'indépendance et la croissance des femmes. L'oratrice était une auteure célèbre qui partageait de nombreuses histoires d'autonomisation féminine. En l'écoutant, je me suis senti profondément ému. J'ai levé la main pour parler. J'aimerais partager mon histoire, dis-je. Il y a 5 ans, j'ai divorcé. À l'époque, tout le monde disait que j'étais stupide, impulsive, que je le regretterais. Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, je peux dire fièrement que je n'ai aucun regret. Divorcer a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Le public applaudit. Le divorce m'a permis de me retrouver, continuai-je. Dans mon mariage, je m'étais perdu, j'avais perdu mes rêves, ma capacité à penser de manière indépendante. J'ai tout donné à mon mari, pensant que c'était ça l'amour. Mais j'ai appris qu'un amour où l'on se perd n'a pas de fondation. Alors je veux dire à toutes les femmes ici présentes, que vous soyez célibataire, en couple ou marié, rappelez-vous de ne jamais vous perdre. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais vous devez d'abord vous aimer vous-même. Vous pouvez donner à quelqu'un, mais ne perdez jamais votre identité. Parce que ce n'est que lorsque vous êtes forte et indépendante que vous pouvez trouver le vrai bonheur. La salle éclata en une nouvelle salve d'applaudissements. Après le séminaire, beaucoup de gens sont venus me voir pour entendre davantage de mon histoire. J'étais heureuse de partager. J'espère que mon expérience pourra aider plus de femmes à apprendre à s'aimer, se respecter et se protéger. Hier soir, ma fille a dit « Maman » pour la première fois. J'ai pleuré de joie. Je l'ai serré contre moi et j'ai chuchoté dans mon cœur, « Mon bébé, maman t'aimera et te protégera toujours. Je t'élèverai dans un monde d'amour, et tu grandiras pour devenir une fille indépendante, forte et gentille. » Ben s'approcha et passa ses bras autour de nous. Nous la protégerons ensemble. Je m'appuyai contre son épaule, regardant ma fille dans mes bras, mon cœur débordant de bonheur. C'est la vie que j'ai toujours voulu. Un mari aimant, une belle fille, ma propre carrière et mes propres amis. Je n'ai plus besoin de dépendre de personne. Je peux vivre ma vie indépendamment et affronter le monde selon mes propres termes. Cette histoire est terminée. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.